Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 10e vidéo dédiée à Linux où on va s'intéresser aux users et aux groupes dans une vidéo qui va être assez complète sur le sujet, même si on pourrait en dire encore beaucoup plus, que ce soit en profondeur sur les dessous de comment ça marche, ou encore en largeur quand on sait qu'il y a beaucoup d'astuces dans ces domaines-là et de choses méconnues, tellement il y en a, voire des fois avec des commandes qui sont croisées. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez m'encourager et soutenir la chaîne. Parlez-en autour de vous et notamment auprès des gens qui veulent découvrir Linux, c'est l'occasion. Là, on est vraiment toujours en mode débutant. Donc, on va pas reprendre la VM comme on avait précédemment, la machine virtuelle, mais on va repartir de mon laptop qui est juste ici. Il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui au programme. Donc, c'est un point qui est extrêmement important, le côté gestion des utilisateurs des groupes, et c'est en lien très étroit avec ce qu'on a vu il y a 2 vidéos, c'est-à-dire les permissions. Donc je vous invite à aller voir vraiment les permissions, comment on gère les owners, mais notamment les groupes, pour les répertoires, les fichiers et autres éléments. Ce qui est important à savoir aussi également, donc c'est que c'est un point très important pour quelqu'un qui veut être sysadmin, mais qui veut être également DevOps ou SRE. C'est quelqu'un qui n'a pas de notion dans ces domaines-là, va passer à côté de plein de choses. Il y a plein de choses sous-entendues, c'est de l'administration, et l'administration ça concerne beaucoup de monde. Ensuite également, notamment par exemple quand on découvre un parc de serveurs ou un parc de laptop sur Linux par exemple, eh bien ça va donner aussi une indication sur la gestion du parc, le niveau de sécurité et également la manière dont il va être tenu. Et très souvent, désormais, voilà, quand on a un parc de serveurs, bien sûr, on ne va plus taper ces commandes-là en direct sur les machines, on va passer par des outils automatisés, des automates, donc tels que Ansible, Puppet, d'autres outils. Je vous invite à aller voir la playlist dédiée à Ansible si vraiment vous voulez passer dès maintenant à ce stade. Alors, on va commencer tranquillement. Première chose, il y a une notion importante, la notion d'UID et de GID, donc pour User ID et Group ID. Donc en gros, c'est quoi? C'est un identifiant unique pour les groupes et les utilisateurs comme son nom l'indique. Alors pour les utilisateurs, la référence des users, c'est bien sûr l'utilisateur root. On vous a dit, je vous l'ai dit lors de la vidéo précédente, que le but d'un administrateur système, c'était de devenir root. C'est le but de sa vie, on va dire. Non, blague à part, l'utilisateur root, c'est celui qui a l'UID 0. Et ça paraît rien, mais c'est déjà beaucoup. Ça lui permet tout simplement. Et c'est déjà une grande chose. Ensuite, donc c'est toujours un integer, donc un chiffre entier, cet UID. Jamais avec des chiffres trop élevés, bien sûr. Sa limite peut être définie, et définie même d'ailleurs, et peut être modifiée également. Entre 0 et 100, ensuite, donc c'est des modes statiques du système, des utilisateurs du système, mais qui sont statiques. Donc c'est vraiment, on va dire, des numéros qui sont privilégiés, ou réservés plus exactement. Ensuite, on a tout ce qui est inférieur à 1000, c'est tout ce qui est encore réservé au système, mais qui est dynamique. Alors qu'on entend par système, quand on dit système, depuis tout à l'heure je le dis, système c'est quoi? C'est un utilisateur que l'on va créer par exemple, et qui va servir à simplement lancer des applicatifs. On va voir plus tard la gestion des process sur Linux. Et bien là, l'objectif, ça va être, on va par exemple créer un utilisateur qui va servir à juste lancer un process, ou lancer un applicatif. Par exemple, je sais pas, on peut dire Node Exporter, on va créer un utilisateur qui va s'appeler par exemple Node, et qui va servir à lancer l'applicatif Node Exporter. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Derrière, il y a tout ce qui est supérieur à 1000, donc là c'est les autres utilisateurs, donc c'est moi, c'est vous, etc. Et puis également, celui qui a la valeur maximum définie au niveau de la configuration du ID, eh bien va correspondre à un utilisateur qui s'appelle Nobody. Donc ça c'est moins courant de le retrouver, on va le retrouver notamment quand on va faire des montages de file system, ou quand encore on va faire des montages via Docker, ce genre de choses. C'est un petit peu plus particulier, on va pas en parler aujourd'hui. Alors les GID, donc lui se rapporte au groupe, donc
qui dit utilisateur dit la capacité à gérer un ensemble d'utilisateurs, c'est ce que permet les groupes. On l'a vu lors des permissions. L'avantage, on va dire, ça va être de dire, bah voilà, ce répertoire-là peut être utilisé de telle manière par un groupe donné, et comme ce groupe comprend un certain nombre d'utilisateurs, je vais pas avoir besoin de modifier ces utilisateurs puisque je vais l'affecter à ce groupe, et derrière, bah du coup, c'est comme si j'allais rajouter manuellement tous ces utilisateurs. Derrière encore, on retrouve donc le GID 0 pour le groupe route. À savoir que les groupes, on va avoir une multitude de groupes qui vont se rapporter aux utilisateurs, puisque quand on crée un utilisateur par défaut, eh bien on va lui attribuer un groupe, ce qui potentiellement n'est pas très souvent utilisé finalement, mais c'est une possibilité par la suite. Ensuite également, on a le groupe 100, donc c'est le groupe par défaut des utilisateurs, à partir duquel le groupe user commence. Et on a les groupes utilisateurs. Donc on a le groupe 100 qui est le GID 100 pardon, qui est celui qui est attribué par défaut, qui s'appelle users, et on a les groupes des utilisateurs. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, quand on crée un utilisateur, on a un groupe qui va être créé par défaut, et lui c'est à partir de 1000, puisque généralement le GID va suivre l'UID, va prendre la même prendre la même valeur que l'UID, c'est-à-dire que moi par exemple je suis user 1000, et bien je vais avoir mon ID de groupe qui sera 1000. Alors si je fais un ID de Xavki par exemple comme ceci, Oki, pardon, c'est une déformation professionnelle, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous voyez qu'ici j'ai l'UID de mon user Oki, donc de mon utilisateur, on est un UID donc qui est 1000, et entre parenthèses c'est la valeur du coup qui est affichée, un UID et un GID est forcément unique, et à côté donc mon utilisateur appartient à des groupes, et notamment son groupe primaire va être donc le GID 1000. Donc vous voyez qu'il y a une correspondance finalement entre les deux, on va dire un petit peu par défaut, et ce groupe, il s'appelle Oki. Et ensuite, moi, mon utilisateur va être intégré à différents autres groupes, alors bien sûr le groupe primaire, mais à pas mal d'autres groupes. On va retrouver Docker, on va retrouver d'autres groupes également. Vous voyez que ici, on va retrouver des groupes qu'on va considérer comme des groupes système, potentiellement, entre 100 et 1000, et au-dessus, on va retrouver des groupes d'utilisateurs. En l'occurrence, comme je suis tout seul, je ne suis pas dans d'autres groupes utilisateurs. Alors si on continue sur les groupes, comment lister les groupes? Donc il y a, on va dire, deux manières relativement simples pour le faire. Première chose, je dirais, le but sur Linux, comme on disait, c'est tous tes fichiers, comme je vous l'ai déjà dit. Donc on va faire un cat de /etc group. Donc on a vu cat qui va permettre d'afficher le contenu d'un fichier. Et dans ce fichier, vous voyez qu'on retrouve ici tous nos groupes qui sont présents. Et on va retrouver le fameux GID qui est mentionné ici. Et quand un user appartient à un groupe, par exemple ici, vous voyez que j'ai le groupe qui s'appelle micro K8S. Et ici, on va retrouver le GID du groupe. Mais on va voir également que donc mon user, moi, Oki, je fais partie de ce groupe. L'autre méthode, c'est d'utiliser donc un pseudo wrapper, en tout cas une commande qui permet de récupérer pas mal d'informations. Donc hop là, on va faire un -help pour une fois. Et vous voyez qu'on va pouvoir l'utiliser. Alors ouais, on n'a pas tout le détail. Hop là, on va regarder si le man nous en dit un petit peu plus. On va prendre des réflexes. Voilà. Donc derrière, on va pouvoir lister un certain nombre de choses, et notamment, vous voyez qu'ici, on va pouvoir lui passer groupe. Donc je ressors, donc je vais pouvoir passer à getEnt, ici, l'argument groupe, et quand je passe l'argument groupe, vous voyez que finalement, c'est ni plus ni moins que la capacité à lire le fichier etc groupe, situé dans etc groupe. Derrière, donc on va avoir besoin de créer des groupes. Par exemple, donc là on a différentes options qui sont utilisables pour faire un groupe add, donc qui est la commande qui va permettre de rajouter des groupes. Vous voyez, create a new group.
voyez qu'il y a différentes options, du force, du P, etc. Dans les plus courantes, ou en tout cas qui peuvent être les plus utilisées, vous avez le "-G" qui va permettre de forcer un GID en particulier. C'est-à-dire que je sais que je veux créer un groupe mais qui va prendre la valeur par exemple 2000, bah, je vais pouvoir passer un "-G 2000. Si par contre c'est un groupe système, donc inférieur à 1000, on va pouvoir passer un "-R pour spécifier qu'on est dans le cas d'un groupe système. Donc là, admettons que je veuille créer groupe add, on va dire qu'on va l'appeler G2 par exemple. Donc là, alors bien sûr, j'ai besoin d'une élévation de privilège, comme on a vu lors de la vidéo précédente, je vais passer un sudo, il va me demander mon mot de passe, je le rentre, du coup mon groupe doit être créé, et donc je vais le vérifier, donc pour ça je vais faire un getEnt groupe, et vous voyez qu'ici je me retrouve avec mon groupe qui est, on va dire, incrémenté finalement par rapport à la valeur précédente, donc la valeur précédente avait 1, et du coup on se retrouve avec 1001, et du coup on se retrouve avec 1002. Alors, 2-3 éléments importants à avoir en tête, c'est que la commande group add dispose, en tout cas utilise un fichier pour sa configuration. Alors on va le faire, donc on n'avait pas vu, tiens, voilà, on va découvrir une commande qui s'appelle less. Less prend notamment les mêmes outils de recherche comme le slash qu'on avait vu précédemment quand on avait utilisé Vim, notre éditeur. Et là, vous voyez que dedans, on a beaucoup d'éléments. Tout ce qui commence par un dièse est un commentaire, tout le reste est quelque chose qui est activé. Donc par exemple, on va retrouver dedans, on va retrouver quelque chose au sujet des groupes qui devrait être intéressant. Donc là on a les UID mini et maxi, vous voyez qu'on va retrouver pour une autre commande qu'on va voir juste après qui s'appelle user add, et on va retrouver la même chose, c'est-à-dire les GID mini et maxi pour les users, et vous voyez que pour le système également on peut définir les mini et les maxi. Ça c'est plutôt à ne jamais modifier, c'est bien de savoir que ça existe, mais il vaut mieux jamais modifier ces choses-là. Si on veut changer un fichier de groupe, on l'a vu il y a 2 vidéos quand on gère les permissions, on va passer par chown si on veut changer un fichier ou un répertoire par exemple. On peut également utiliser chgrp pour change group. Également, si on veut procéder à des modifications d'un groupe, c'est-à-dire qu'on a un groupe qui a un UID, un GID pardon, donné. Donc là par exemple on pourrait le faire sur notre groupe G1 ou G2, je sais plus comment j'ai créé déjà. Eh bien on va passer par la commande new grp ou group mode, et vous voyez que si on prend man de group mode, alors généralement c'est des choses qu'on ne change pas comme ça parce que les impacts peuvent être assez importants sans réellement s'en rendre compte. Donc c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Mais vous voyez que si on passe à un "-g", on va pouvoir spécifier le GID en question. Donc par exemple ici, alors je suis où, voilà. Donc on avait fait un getEnt group, donc on a notre groupe G2, voilà, qui a le groupe ID de 1002. Eh bien on va faire un groupe mode avec un sudo, hop là, avec un sudo au début, hop, voilà, sudo -g, on va lui passer par exemple 1003 et on va lui indiquer qu'on applique ça au groupe G2. Donc si je fais un getEnt group, eh ben voilà, je me retrouve avec mon 1003 qui a été modifié comme ma commande que j'ai réalisée. Ensuite, donc du coup, on va continuer. Comment supprimer un groupe? Eh bien tout simplement, on a la commande group del. Donc groupe del, on va lui passer toujours un sudo et on va lui passer également la valeur du groupe en question. Donc par exemple on avait groupe 2, donc si je refais mon getEnt group, je me retrouve désormais sans ce groupe là. On va supprimer au passage également user 1 qui n'a pas vocation à exister là. Cannot remove the primary group of the user 1. Ah, il existe encore, ok, bon, c'est pas grave, c'est un cas plus particulier. Alors vous voyez qu'on peut pas supprimer le groupe d'un utilisateur dont c'est le groupe primaire. Donc là en l'occurrence j'ai pas pu le faire parce que mon utilisateur user1 existe encore tout simplement. Alors on va voir comment supprimer un utilisateur juste après. Alors les utilisateurs justement, c'est l'occasion d'en parler. On va pouvoir réaliser également à peu près les mêmes actions grâce à
à différentes commandes qui font à peu près les mêmes choses. On a les user add, user del et user mode. User add pour ajout, user del pour suppression, user mode pour modification. Il existe, on va dire, les commandes inversées dans l'ordre, à savoir add user ou del user qui existent. On va voir un petit peu après, par exemple, sur le del user l'intérêt ou sur le add user l'intérêt de l'utiliser également. Alors, le user add, on va en parler 2 secondes. Donc ce user add va prendre différentes options. Dans les plus utilisées, on va dire, d'ailleurs il manque le petit m. Alors dans les plus utilisés, -s, on va pouvoir spécifier le shell que va devoir utiliser, aura par défaut l'utilisateur. -c pour avoir un commentaire, -d pour avoir la localisation de la home, donc on en a parlé, mais c'est dans /home par défaut plus le nom de l'utilisateur. Et bien là, on va pouvoir donner une autre localisation de home ou un autre nom de home. -g pour spécifier le groupe de l'utilisateur qui va lui être affecté. Si on ne le précise pas, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être le nom du user qui aura également, donc on va créer un groupe avec le nom de l'utilisateur également. -g, donc là ce sont les groupes additionnels. Souvenez-vous tout à l'heure, quand on a fait un ID de hockey, comme ceci, eh bien on se retrouvait ici avec le groupe primaire, et ça, ici, ce sont les groupes additionnels, moins, bien sûr, le groupe primaire. Ensuite, on a le -k pour la localisation du squelette. Ça, on reverra ça plus tard. Donc le but étant, quand on crée une home d'un utilisateur, on a des fichiers masqués qui, eux, permettent de définir, on a parlé un petit peu des variables d'environnement lors de la vidéo précédente, et bien qui permettent d'affiner l'environnement de l'utilisateur et de le personnaliser notamment. Donc si on fait un exemple, on va pouvoir faire, donc, alors est-ce que ça vient après? Voilà, ouais, on va le voir juste après. Alors on va le faire avant dans l'autre ordre, voilà. Donc comment lister des utilisateurs, les utilisateurs de notre système? Première chose, donc comme on avait /etc group, eh bien on a /etc non pas user mais passwd. Donc passwd, ça va être l'ensemble de mes utilisateurs. Donc vous voyez que par exemple ici notre fameux user 1 qui dispose du groupe 1001, eh bien on le retrouve ici. Alors c'est ce qu'on retrouve ici, donc notre utilisateur user 1 dispose d'un UID 1001, d'un groupe qui est également 1001, dont on a parlé tout à l'heure, de sa home dans /home user 1 et du shell binbash. L'autre manière de lister les utilisateurs, c'est le fameux getEnt, et cette fois-ci on va lui passer le nom du fichier passwd, et on va retrouver la même chose que le contenu du /etc passwd. Et alors un cas qui est beaucoup moins courant d'utilisation, on a également campgen-u qui va permettre de lister les utilisateurs, et vous voyez que cette fois-ci vous n'avez pas l'intégralité du fichier passwd, mais vous avez juste le nom des utilisateurs. Donc là, on va revenir un petit peu en arrière. Du coup, comment on fait pour créer un utilisateur? User add, user test. Donc on va faire un sudo user add et on va créer l'utilisateur user test comme ceci. Donc là, si je fais un cat /etc /passwd, qu'est-ce qui se passe? Je retrouve mon utilisateur user test. Par défaut, donc il a pris le numéro auto-incrémenté, donc 1002, et on retrouve le groupe 1002 qui a été créé pour lui, pour l'occasion. Sa home par défaut, eh bien, elle est située dans /home, et le bash par défaut, en l'occurrence, c'est binbash. D'ailleurs, est-ce que... Donc, quand on a utilisé user add, on a fait appel à des fichiers de configuration pour utiliser cette commande. Dans ces fichiers de configuration, donc on va réutiliser notre commande less qui va permettre de faire une simple lecture du fichier. Hop, user add, hop là. Oh là, qu'est-ce qui lui arrive? Tiens, ça a été étonnant. /etc default. User, add ou add user, à ce niveau-là, tiens c'est étonnant, on l'a pas dans notre cas de figure. Si on a user add pourtant, user add,
j'ai fait une typo quelque part peut-être. Ah, default avec un L, pardon. Donc là, bien sûr, on peut y accéder qu'en sudo. Et là, du coup, on va retrouver différents éléments qui sont utilisés par défaut par UserAdd, c'est-à-dire le shell qui est défini. On va retrouver différents éléments, le squelette, etc. Tout ça, vous voyez que c'est commenté, mais malgré tout, ça veut dire que c'est utilisé. La home, par défaut, les homes d'utilisateurs sont créés dans /home. Les groupes, les durées d'expiration, là en l'occurrence on n'en a pas, le squelette, etc. On a la même chose pour l'autre commande qu'on va voir juste après, qui s'appelle adduser.conf également. Si on continue donc du coup sur notre exemple, ben là on a fait la création d'un utilisateur. Pour l'instant, cet utilisateur n'est pas utilisable. C'est-à-dire que si je fais un su-user test comme ceci, là il va me demander un password, mais pour l'instant j'ai rien tapé. Si je fais entrer directement, bah, j'ai rien du tout. Du coup, je peux pas m'authentifier. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un sudo passwd. On va revoir cette commande-là à la fin qui va permettre de définir un password pour cet utilisateur-là et par le même coup, du coup, on va l'activer. Donc là, je vais le faire comme ceci. Voilà. Donc si on refait comme ceci, hop, voilà. Et vous voyez que cette fois-ci, alors on a une petite alerte, pardon, puisqu'il n'a pas créé la home, c'est-à-dire que dans notre fichier passwd, on a bien /home qui a été créé. Néanmoins, si je fais alors on va le faire juste après. Là, en l'occurrence, du coup, il s'est connecté à user-test. Si je me remets en tant que route, si je fais un ls de /home, vous voyez que j'ai que la route de hockey, mais pas de user-test. Donc du coup, par défaut, il m'a pas créé la home du user-test. Donc comment faire pour faire finalement une création un petit peu complète avec UserAdd. Donc UserAdd, donc on va faire un sudo UserAdd. Donc qu'est-ce qu'on lui passe? Donc -c déjà, on va lui passer ici, on va dire c'est mon commentaire par exemple. Ensuite, on va dire -d pour spécifier l'endroit de notre home. Attention, c'est l'endroit de notre home, donc ça c'est ce qui va être renseigné dans passwd, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va être créée. Par exemple ici, je vais dire que ma home, elle va s'appeler par exemple home 1 par exemple. Home 1. Si je veux créer la home, il va falloir que je spécifie -m. Donc là, si elle n'existe pas, elle va être créée. Ensuite, on va passer -g, par exemple, -g, et on va appeler le groupe G1. Alors là, en l'occurrence, on n'a pas créé de groupe du tout. On va le rajouter en même temps au user Docker, au groupe Docker. On va lui spécifier un shell-s. Donc lui, on va lui mettre bin sh, par exemple. Et derrière, bah, bien sûr, on va spécifier un nom d'utilisateur, user1, par exemple. Donc là, en l'occurrence, on vient de le créer. Il me dit, voilà, le groupe 1 n'existe pas. Donc, sudo add group. Et on va appeler le groupe G1. Voilà, on relance. Du coup, là, ça y est. Alors, ouais, il nous avait quand même créé l'utilisateur. Donc, c'est pas grave. Derrière, qu'est-ce que l'on va faire? On va aller vérifier ce qui est contenu dans le fichier cat/etc passwd. En l'occurrence, quel utilisateur on a créé nous? Ah, il existait déjà l'utilisateur, pardon, exact. Donc on va créer user2, voilà. Et on va refaire un passwd. Alors j'avais été un petit peu trop vite. Donc du coup, on retrouve notre user2, on retrouve l'UID qui lui a été affecté. Alors c'est pareil, on peut définir les UID et les forcer. Par exemple, on pourrait imaginer se dire, moi je veux un UID pour toujours, toujours avoir le même UID sur toute mon infrastructure. Ça existe très souvent, par exemple quand on va faire, on verra plus tard du NFS, ce genre de choses. Et derrière, donc, par exemple, il peut être intéressant de dire, bah voilà, l'utilisateur X de ma société que je retrouve un petit peu partout prendra toujours l'UID 2000, comme ça j'ai pas de risque qu'il soit pris par, qu'il y ait un conflit par quelqu'un d'autre, et du coup, je vais pouvoir le déployer partout sur toute mon infrastructure. Ensuite, on a le commentaire, on a le numéro du groupe ici. On voit qu'ici la home est existante. On peut faire un ls pour voir si elle a été créée. En l'occurrence, elle a été créée. Si je fais un ls de home ici, et vous voyez que le bash est bin sh. Alors parmi les astuces qu'il peut y avoir, par exemple si j'ai un utilisateur système, on a dit tout à l'heure, eh bien je vais pouvoir par exemple lui mettre ici un bin no login.
C'est quoi l'intérêt ou un bin, quoi il existe, ouais, on peut mettre plusieurs éléments. No login, ça va être plus parlant pour quelqu'un qui débute. C'est quoi l'intérêt? C'est que quand j'ai un utilisateur système, comme on disait, pour lancer juste des process, bien c'est un utilisateur qui n'a pas besoin de se connecter à un terminal. Et en l'occurrence, du coup, il a juste besoin de lancer son process en question. Donc du coup, le fait de lui attribuer comme bash par défaut bin no login, ça fait que quand donc la première chose qui va être lancée pour l'utilisateur et dans lequel il va pouvoir travailler, c'est son bash. C'est celui qui est donc indiqué ici. Si c'est no login, en l'occurrence, il va tomber sur no login et rien ne va se passer. Donc du coup, aucun bash va n'être fourni à l'utilisateur pour qu'il y ait une interaction. Derrière, donc du coup, on a créé notre utilisateur. On a pu donc lister nos utilisateurs tout à l'heure. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, par exemple, admettons que notre utilisateur, on veuille l'ajouter à un groupe. Par exemple, donc si je refais donc un 4 passwd, on a notre utilisateur, par exemple, user2. Alors vous inquiétez pas, je vais tout recliner rapidement après. Ce que je veux, par exemple, c'est modifier mon utilisateur. Je vais pouvoir utiliser la commande usermod -petit a grand G, par exemple, pour le modifier, le changer de groupe. Par exemple, si je veux le rajouter au groupe sudo, je vais l'appliquer comme ceci pour mon utilisateur user2. Là, en l'occurrence, si je fais un ID de user2, je vais voir que mon user2, donc on a son new ID, son GID, et on va voir qu'il a été ajouté donc à son origine dans le groupe Docker, dans le groupe G1, mais également maintenant dans le groupe sudo. On va supprimer nos utilisateurs maintenant, donc on va faire un sudo user del de notre utilisateur, par exemple user2. Alors oui, on va le voir juste après, on va laisser les choses arriver tranquillement. Ouais, voilà, on va avoir tous les éléments, ça on va le revoir après. Alors si on veut créer des utilisateurs, donc on va pas parler du password tout de suite, si on veut créer des utilisateurs mais à la volée, il y a une commande qui s'appelle new users. Et là vous voyez que ça permet de créer les utilisateurs en mode batch. Donc on va pouvoir créer, suivant un template donné, donc avec un séparateur fixe, un ensemble de valeurs et alimenter directement le fichier /etc passwd à partir de lui-même. Autre élément qui est important, c'est que derrière, où se situent les mots de passe dans notre schmilblick. Alors je ne vais pas vous montrer le fichier, mais les mots de passe se situent dans /etc shadow, comme ceci. Et c'est dedans qu'on va retrouver les mots de passe. Alors bien sûr, ils ne sont pas en clair, ils sont chiffrés, ils sont encodés, et derrière, potentiellement, vous pouvez aller copier-coller des mots de passe également à la volée. Bien sûr, derrière, ça nécessite beaucoup de précautions d'un point de vue sécurité. Il existe une autre commande pour créer des users. Là, on est passé par user add, mais on peut passer par add user. Donc, admettons que j'utilise add user pour créer le user U1, par exemple. Donc là, bien sûr, on passe un petit sudo. Et là, c'est une méthode plus didactique, on va dire. Vous voyez que là, il est en train de créer l'utilisateur 1. Donc, il nous dit, je crée le user 1, je crée le groupe qui est associé, je l'affecte au groupe, je crée la home, je crée les squelettes qui sont dans la home, on verra ça plus tard. Il me demande en interaction de renseigner le password. Hop là, alors j'ai pas mis le même, forcément. Voilà. Et derrière, il va me demander quelques informations. Et je vais confirmer que ces informations sont correctes. Et derrière, si je fais un 4/etc passwd, je vais retrouver mon utilisateur U1 avec les informations par défaut, éventuellement, que je vais pouvoir modifier. Donc lui, il est beaucoup plus interactif. Il n'est pas forcément interactif non plus, mais en tout cas, c'est une option qui est possible. Alors si je veux supprimer un utilisateur, on a deux options. Le userdel, le del user, de la même manière qu'on a le add user, user add, c'est la même chose. À savoir que le userdel a moins d'options que le del user, mais ce qui est important quand on supprime un utilisateur, une option qui est très importante, c'est la suppression automatique de la home. Parce que si on supprime un utilisateur, alors on va refaire un 4 passwd, voilà. Si je veux supprimer par exemple U1, je vais faire un sudo userdel de U1, comme ceci. Donc si je fais un passwd, j'ai bien supprimé mon user U1. Par contre, si je fais un ls de /home,
je me retrouve toujours avec ma home. Donc là, ça m'oblige à aller faire un sudo rm-rf de /home de u1, ce qui n'est pas forcément très agréable à faire. Par ailleurs, il y a d'autres options qui sont possibles. Donc derrière, on peut passer un userdel-r pour forcer le fait qu'on supprime la home. Mais avec le del user, on va pouvoir en même temps forcer la suppression de la home et en même temps, éventuellement, on va pouvoir faire en sorte de faire un backup de cette home. C'est-à-dire qu'on va supprimer la home, mais la stocker quelque part de manière temporaire, le temps de se dire, bah voilà, finalement, il n'y a pas d'impact et je peux réellement la supprimer. Attention, il y a une autre option qui supprime tous les fichiers, donc propriétés de l'utilisateur. Ça, c'est quand même quelque chose qui est relativement risqué. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la commande passwd, notamment pour password. Pour générer un password, il y a plein de méthodes de générer des passwords. Vous avez une commande qui s'appelle OpenSSL qui sert à faire beaucoup de choses et qui a un mode random qui permet de faire de l'encodage en base 64 et on va dire combien de caractères on veut pour notre password. Et là, vous voyez que par exemple, j'ai un password qui a été généré comme ceci. Si je mets 64 par exemple, bah voilà, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus long, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez pratique. Après, vous piochez dedans. Il y a de quoi faire. Je crois qu'il y a gen password, plein de choses comme ça. Alors, la commande passwd, elle, on l'a utilisée tout à l'heure pour activer un utilisateur. Mais elle permet de faire également d'autres choses. C'est-à-dire que quand on a un utilisateur, on va pouvoir forcer son expiration. Donc c'est-à-dire que j'ai un utilisateur qui a déjà été créé, qui est fonctionnel, mais je vais faire expirer son mot de passe. Ça va avoir pour effet que quand l'utilisateur va se reconnecter la prochaine fois, il va devoir renouveler son mot de passe. On a également le cas où on va pouvoir locker un utilisateur. Donc je sais que j'ai quelqu'un à qui j'ai pas trop confiance sur une machine donnée, par exemple, bah, je vais passer un passwd-l, et dans ce cas-là, je vais ajouter le nom de l'utilisateur, tout ça en sudo bien sûr, et là je vais pouvoir locker l'utilisateur. Ensuite, on a le -n qui est le minimum de jours entre les changements de mot de passe. Par exemple, si je veux renouveler tous les mots de passe tous les 60 jours pour un utilisateur, bah, je vais pouvoir le faire. Si j'ai locké un utilisateur et que je veux le déloquer, je vais lui passer un -u. Si je veux dire que ce mot de passe, bah, il a une durée de validité de 1 semaine, bah, je vais pouvoir passer un -x. J'ai également le -w, donc qui va permettre de définir un warning, c'est-à-dire un rappel à l'utilisateur qui va recevoir quand il va se connecter, avant la demande de changement de mot de passe pour lui dire voilà, X jours, donc c'est la valeur qui va être prise par le -w, X jours avant l'expiration du mot de passe, eh bien on va envoyer un message à l'utilisateur. Également, on a le passwd -s qui va permettre de fournir des informations sur le statut d'un compte utilisateur par rapport à son password, donc aux différents éléments qu'on vient de lister précédemment. Là j'ai fait un sudo, donc du coup vous voyez que c'est le cas de root, et j'ai la même chose si j'ai mon utilisateur. Du coup on se dit mais moi ce que je veux c'est le bilan de tous les utilisateurs, donc là on a le fait qu'il soit locké, pas locké, depuis quand il existe. Alors, vous voyez que je renouvelle pas mon password, c'est pas bien. Donc on a l'option aussi a ou sa tout simplement. Donc là bien sûr qu'on peut faire que en sudo, et là derrière on va avoir les informations pour tous les utilisateurs de notre système. Voilà, donc là on a fait le tour aujourd'hui un petit peu de pas mal d'options sur les utilisateurs, les groupes et la manière un petit peu de gérer son parc avec différentes options. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à en parler, à cliquer sur s'abonner, à cliquer sur rejoindre si vous voulez me soutenir, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.